Et PAN, c'est ta carte. Non. Oh putain. C'est ta carte? Non. Oh putain. C'est ta carte. Non, toujours pas. Oh putain, regarde, je suis en magie. Qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est pas faux, ouais. Wow, et si on faisait un peu de magie? Et regarde, c'est Hisoka le magicien. Je l'ai vu chez Patrick Sébastien. Comment il a fait ça? C'est la magie! Oh, il enlève son pouce, regarde. Oh la vache. Hocus pocus! Et maintenant, choisissez une carte. L'as de trèfle. À la casa. C'est celle-ci? Oh, il l'a trouvé. C'est magique. La féerie. Et maintenant, auriez-vous une pièce? J'en ai une, tenez. Merci bien. Hocus pocus. Abra, cadabra. Oh, t'as vu, il multiplie les pièces. Tu penses qu'il peut faire ça avec des billets? Vous pouvez faire ça avec des billets? Bien évidemment. Ça tombe bien, j'en ai plein. Prends tout. Enchantement. Ah ah! Rien dans les manches. Wow. Et pour finir, un peu de ma poudre de perlimpinpin. Oh. Ah bravo. Eh, c'est vachement impressionnant quand même. Il est parti où? Bah attends, il va revenir. Et là, on sera trop riche. Ouais. Je crois qu'il nous a carotte notre argent en fait. Sans blague. Ouais. Bon, en tout cas, c'est la dernière fois que je fais confiance à un gitan. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un manga dont on me casse les couilles depuis le tout début de la chaîne. Ouais, je sais, je dis ça assez souvent, mais en vérité c'est vrai, hein, depuis le début de la chaîne on me casse les couilles sans arrêt avec un bon millier de mangas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que les premiers commentaires sous cette vidéo, ça sera des vidéos du genre à quand un menu manga sur Bleach ou un autre manga du genre? Tu peux vérifier? D'ailleurs, si tu vois un commentaire du genre, et tu vas le voir parce que je vous connais, et bah tu peux le traiter d'attardé. Bon, maintenant que j'ai dit ça, par contre, y en a qui vont faire exprès de dire ça pour se faire traiter d'attardé. Parce que je vous connais. Je vous méprise tellement. Mais pouce bleu si t'es un attardé. Oui. Donc, parler de tous les mangas que vous me demandez, bah c'est comme un peu avec vos mères en fait. Bah j'aimerais bien toutes les niquer, mais j'ai qu'une seule bite. Donc va falloir faire preuve un peu de patience. Ouais. Ouais, j'ai été un peu vulgaire là, c'est pas très ad-friendly. Oui. Donc aujourd'hui on va parler d'un shonen. Et oui, encore, parce que j'adore les shonen, mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui on va parler d'Hunter x Hunter. Ouais. Oui, je sais, ça se dit Hunter Hunter ou Hanta Hanta, mais moi, j'ai toujours dit Hunter x Hunter. Mon cerveau n'arrive pas à assimiler le fait qu'on ne lise pas le X dans le titre. Hein, si vous voulez pas mettre de X, fallait pas mettre de X si c'était pas pour le prononcer. Donc moi je dis Hunter x Hunter, point barre. Voilà, c'est tout. Hein, c'est comme si ce site-là, tu l'appelais juste vidéo. Ça change le sens quand même. Et ce manga là, tu fais comment pour dire son nom si tu peux pas prononcer le X? Tu fais comment? T'es dans la merde là? Et les X-Men, tu les appelles juste les men? Bon, Hunter x Hunter est un manga de Yoshihiro Togashi, aka je dessine quand je veux et je m'en bats les couilles YOLO. Pré-publié depuis 1998 dans le célèbre Weekly Shonen Jump. En France, c'est édité chez Kana. La série a connu deux adaptations animées, la première de 1999 à 2001 par Nippon Animation, et la seconde en 2011 par le studio Madhouse, et c'est cette dernière qui a pas mal popularisé le manga à la jeune génération. Oui, parce qu'il y en a un peu trop qui jouent un peu les vrais, genre oui, moi je connais ça depuis le manga et tout comme ça, c'est pas vrai, les trois quarts
d'entre vous, je vous connais, vous avez découvert ça avec l'adaptation de 2011. Y a pas de mal à ça, mais faut arrêter de jouer les vrais, genre oui moi je connais le manga, parce que nous, ceux qu'on était là avant 2011, qu'on découvert Hunter x Hunter quand ça a commencé, on le sait très bien. Avant 2011, personne n'en avait rien à foutre d'Hunter x Hunter, c'était un truc de niche. Bon c'est là encore aujourd'hui, mais un peu moins. Donc j'en vois un peu trop souvent faire les marioles avec ça, hein, les jeunes cons là. Donc calmez-vous. Vous faites rien de mal mais vous êtes chiant quand même. Pourquoi je suis énervé moi? Bah je sais pas, parce que... Mais bon, la version de Madhouse, elle est quand même vachement bien. Ouais. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu parles d'Hunter x Hunter, chef? Bon, là c'est pareil, je sais très bien qu'en vrai tu te dis pas ça, hein. De toute façon c'est tout ce que je fais ça pour les vues et l'argent facile. Ouais. Mais j'en parle surtout parce qu'Hunter x Hunter c'est putain de trop bien. Et tu sais quoi? Après tout ce temps, oui je vais le sortir, je vais le dire, Hunter x Hunter c'est... Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi Hunter x Hunter c'est... Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Bon c'est bon, y a pas besoin d'envoyer le jingle à chaque fois que je veux dire... Orgasma cosmico fantastico génialement énorme. Bon, tu veux une tarte tout de suite ou on attend l'heure du goûter là? Mais avant de discuter d'Hunter x Hunter, je vais d'abord expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, de quoi ça nous parle Hunter x Hunter. Notre histoire prend place dans un monde étrange, peuplé de créatures fantastiques et de territoires inexplorés. Dans ce monde, il existe des aventuriers à nul autre pareil, les Hunters. Chasseurs, explorateurs, scientifiques, gourmets, guerriers, ce sont des hommes et des femmes d'exception qui jouissent d'un statut tout aussi exceptionnel dans le monde. Pour devenir Hunter, il faut passer un examen ultra difficile que seule une poignée d'élus peuvent réussir. Et c'est justement le but de notre héros, Gon, un petit garçon issu d'une île de pêcheurs paumés. Il veut devenir Hunter pour marcher dans les traces de son père, Jin. En chemin pour l'examen, il va se faire des amis. Léolio, futur médecin, Kurapika, qui veut venger son clan décimé, et Killua, fils d'une famille d'assassins. Et ensemble, ils vont affronter les terribles épreuves pour devenir des Hunters. En gros, c'est ça l'histoire. En tout cas pour le début. Oui, parce que autant un manga du genre One Piece, tu peux faire comprendre le délire avec un résumé assez sobre du genre. Oui, alors, c'est des pirates avec des pouvoirs chelous qui cherchent un trésor, voilà. Voilà, avec un petit résumé comme ça, c'est léger, mais au moins tu comprends, tu sais ce que tu t'apprêtes à lire. Autant avec Hunter x Hunter, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Pas du tout en train de dire que One Piece c'est con, je dis juste que c'est plus facile à comprendre. Ah, je résumé. Voilà. Ce qui m'amène à mon premier point, Hunter x Hunter est un manga qui se réinvente en permanence. Attention, hein, One Piece aussi ça se réinvente en permanence, mais pas de la même manière qu'Hunter x Hunter. D'ailleurs, pourquoi j'ai pris One Piece en exemple? Je vais encore créer des putains de débats dans les commentaires. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Dans One Piece, même si chaque arc est différent et permet de découvrir un nouvel aspect de son univers, on reste globalement dans le même ton, le même registre, les mêmes thèmes, et ça marche très bien. On reste dans cette optique d'aventure, d'exploration, de camaraderie et d'émerveillement constant. Et tu noteras la nuance, j'ai dit globalement. Pas totalement. Dans Hunter x Hunter, pareil, chaque arc est différent et permet de découvrir un nouvel aspect de son univers. En revanche, le ton, le registre, les thèmes sont quasiment tous très différents à chaque fois, à tel point qu'à chaque arc, on a l'impression de lire un manga différent. Le premier arc, c'est une succession d'épreuves. Le second, c'est limite un slice of life avec de l'exploration à la recherche de quelqu'un. Le troisième, c'est un manga de sport complètement. Celui d'après, c'est un film noir avec mafieux, braquage, arnaque et vendetta. Et ensuite, on a un manga de fantasy en réalité virtuelle. Et après, on a une histoire de SF horrifique à la sauce philosophico-poético-écolo-humaniste. Et dans le dernier arc en cours, on est dans un huis clos sous fond de guerre de succession. Le seul véritable liant à tout ça, ce sont les personnages. Et c'est un des points où l'on ressent le plus l'influence de Jojo Bizarre Adventure et le travail d'Araki sur le boulot de Togashi. Cette capacité à redéfinir complètement et sans cesse son univers. Et d'ailleurs, j'en parle dans le menu manga 50 sur Jojo Bizarre Adventure, que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vu, ou même à le revoir parce qu'il est vachement sympa. Laisse pouce bleu. Il y a un autre point selon moi qui peut être mis en opposition à One Piece. Bon, c'est pas pour donner corps au débat stupide qu'il y a sur internet sur qui est le meilleur entre One Piece et Hunter x Hunter, mais je trouve que ça a du sens de les comparer, pas en termes de qualité, hein, qui est toute subjective, mais en termes d'approche du genre shonen, jeunesse, action, aventure, neketsuesque. Parce que, au cas où il y en a qui en douteraient encore, Hunter x Hunter est un pur shonen, action, aventure, fantastique, neketsuesque. Il en a tous les codes, tous les clichés, que ça soit dans ses personnages, dans son univers, dans les mécaniques de son univers, dans sa mythologie. Ce qui est ouf avec Hunter x Hunter, c'est ce que Togashi en fait de tous ces codes. One Piece et la grande majorité des shonen du genre nous proposent des univers colorés, exotiques, des personnages atypiques hauts en couleur qui vivent des aventures extraordinaires et que même s'il y a des méchants et du mal et du drame dans leur monde, tu sais qu'au fond, au bout de l'aventure, il en restera que le bonheur et l'émerveillement. Bref, les mangas de ce genre sont pleins de bonnes intentions et de messages positifs. Et moi j'ai absolument aucun problème avec ça, j'adore ce genre, c'est mon genre préféré.
mais il faut avouer que même si ce n'est pas aussi manichéen qu'on le dit, ça reste quand même pas mal manichéen, faut bien l'avouer. Manichéen, ça veut dire que d'un côté il y a les gentils et de l'autre les méchants. Grossièrement. Chez Togashi, c'est pas aussi simple, et ça on le voyait déjà dans Yu Yu Hakusho, son manga précédent. D'ailleurs, lisez Yu Yu Hakusho, c'est une dinguerie. Les univers de Togashi ne sont pas vraiment propices à l'aventure exaltante et à l'émerveillement constant. Dans Hunter x Hunter, chaque fois que Gon et Killua découvrent une nouvelle facette de l'univers dans lequel ils évoluent, ils ont pas vraiment le luxe de s'émerveiller. Ils se rendent juste compte de la dure réalité, leur univers est putain de malsain et dangereux, et des gamins n'ont strictement rien à y foutre. Y a pas un coin de leur fichu monde qui ne soit pas peuplé de psychopathes, de monstres cruels, où la seule loi est la loi du plus vicelard ou alors celle du plus fort. Si dans la plupart des shonen du genre le mot d'ordre serait féerie, dans le cas d'Hunter x Hunter j'emploierais plutôt le terme occulte. Non, je ne vais pas dire sombre, parce que ce mot est utilisé à tort et à travers, et ça veut plus rien dire. Occulte, c'est bien. Occulte, ça a une connotation plus mystérieuse, que ça veut dire caché, occulte, tu vois. Donc c'est plus mystérieux, c'est plus étrange. D'ailleurs, étrange, ça marche bien aussi pour définir le monde d'Hunter x Hunter. Ouais, le monde d'Hunter x Hunter est étrange, bizarre, étouffant, inhospitalier, dangereux, tout ce que tu veux, sauf merveilleux et enchanteur. Enfin si, c'est un univers qui peut susciter une certaine fascination. Togashi étant lui-même fasciné par l'étrange, l'occulte et le macabre, son univers peut susciter ce genre de fascination presque malsaine. Mais globalement, son univers fout les jetons. D'ailleurs, si tu me crois pas, on peut faire un petit test, hein, tout simple. Vivre dans le monde de Fairy Tail. Ouais, pas mal. En plus, Lucie, elle a des gros boobs. Vivre dans le monde de One Piece. Ouais, bon, après, je pourrais avoir un fruit du démon. Et puis Nami, elle a des gros boobs aussi. Hein. Vivre dans le monde de Dragon Ball. Ouais, tiens, remarque, quoi. Je pourrais être un Super Saiyan. Et puis en plus, c'est 18, elle a des gros boobs. Vivre dans le monde d'Hunter x Hunter. Ouais, non, je suis pas fou. Hein. Et puis en plus, Hisoka, il a une tête de vicelard. Vivre dans le monde de l'attaque des titans. Je suis un titan ou pas? Non. Vivre dans le monde de Berserk. Non, plutôt crever, ouais. Donc tu vois bien que l'univers d'Hunter x Hunter est un univers de gros tarés. Faudrait être complètement taré pour pouvoir y vivre. Et encore plus taré pour vouloir y vivre des aventures. Enfin, sauf si c'est des aventures érotiques. Ce qui m'amène à mon point suivant. Pour évoluer dans un univers aussi étrange et fascinant, il faut faire des personnages qui sont tout aussi étranges et fascinants. Et c'est là que selon moi se trouve le véritable point fort de l'univers de Togashi. Les personnages. Ce qu'on sait faire des personnages d'exception. Bon, je vais pas tous les prendre individuellement pour t'expliquer en quoi ils sont ouf, mais le plus dingue avec l'écriture de Togashi, c'est qu'on est très loin du manichéisme des shonen du genre. Dans Hunter x Hunter, il serait naïf de parler en termes de gentils et de méchants. Il n'existe pas dans ce manga de personnages foncièrement bons ou foncièrement méchants. Bon, à part peut-être Lyoyo, qui est vraiment lui un gars bien. J'ai l'impression que la grande majorité des personnages ne se soucient pas vraiment de faire le bien ou le mal. J'ai juste l'impression qu'ils agissent selon leur ambition, leur volonté, leur façon d'être. C'est totalement évident quand on regarde le personnage d'Hisoka. Encore aujourd'hui, on est incapable de dire si c'est un allié ou un ennemi des héros. Le personnage est tellement ambivalent, tellement impulsif, qu'il ne semble pas faire le mal pour faire le mal, ou le bien pour faire le bien quand il fait le bien. Il fait juste ce qu'il a envie de faire, ou ce qui sert son objectif. Et c'est aussi le cas pour tous les autres méchants du manga, et même pour les héros. Et là, je risque peut-être de surprendre, mais selon moi, s'il y a bien un personnage très proche du caractère d'Hisoka dans le manga Hunter x Hunter, c'est le héros du manga, Gon. Bon, ok, le gars aime pas spécialement tuer, mais si tu regardes bien, il ne fait que suivre ses envies et est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. C'est un impulsif borné qui fait ce qu'il veut, quand il veut et parce qu'il le veut. S'il ne fait pas le mal, j'ai pas l'impression que ce soit par conviction, mais simplement parce qu'il n'en voit pas l'intérêt. À bien y regarder, il partage beaucoup de traits de caractère avec un Luffy ou un Goku, à la différence qu'il plane sur lui un léger flou sur la moralité du personnage. Et c'est ce léger voile de moralité et d'innocence qui le sépare d'un Hisoka. La question avec Gon, c'est combien de temps ce tout petit voile va tenir dans un monde aussi cruel que celui du manga. C'est aussi cette question qui, selon moi, est au cœur de la relation Gon-Killua. Killua est issu d'une famille d'assassins, il est né pour tuer sans état d'âme, à tel point qu'il ne sait plus s'il tue par envie, par besoin ou tout simplement parce qu'on l'a formaté pour tuer. Il ne sait pas qui il est, il se cherche. C'est tout le contraire de Gon qui vit par lui-même et pour lui-même. Il n'est pas ce qu'il est parce qu'on l'a formaté, il est ce qu'il a décidé d'être, et c'est un mec a priori plutôt cool. C'est pour ça que Killua le suit et l'admire, il veut devenir comme Gon, un mec meilleur qui vit par lui-même. Et c'est ce petit voile de moralité qui fait que leur relation marche, et ce voile est devenu très fragile au cours du temps, surtout avec l'arc Chimera Ants.
violence. Si ce voile de moralité disparaît et que Gon s'avère aussi amoral qu'un Hisoka, Killua va perdre son modèle et à ce moment-là, ça risque de pas tourner très bien. Et je suis intimement convaincu que si Hisoka s'intéresse autant à Gon, c'est pour les mêmes raisons. Donc ouais, les personnages de Hunter x Hunter sont plutôt très bien foutus. Et même si tous les persos évoluent dans cette espèce d'énorme flou moral entre le bien et le mal, Togashi arrive à nous faire ressentir de l'empathie et de la compassion pour les pires des ordures. Parce que oui, ils sont pas tous belliqueux pour être belliqueux, mais globalement ça reste quand même de gros salopards. Mais on arrive à les comprendre et à avoir de la peine pour eux. J'en veux pour meilleur exemple les membres de la brigade fantôme. Au début tu te dis, quelle bande d'enfoirés, et après tu te dis, bon, c'est toujours des enfoirés, mais ils sont quand même touchants les bougres. Et bien évidemment, je ne peux pas parler d'Hunter x Hunter et de ses personnages sans évoquer Meruem. Hein, alors là, je m'incline, je ne suis pas digne, ce personnage est un putain de chef-d'œuvre, mais je peux pas en dire plus sans trop spoiler, donc à partir de maintenant on va passer dans une petite zone spoil, il y aura un timer si tu veux pas te faire spoiler pour que t'ailles à la fin de la zone spoil, ouais. Meruem. Bon, comme je viens de le dire, la notion de méchant est super floue dans Hunter x Hunter, mais avec Meruem, on transcende tout ce qui a été fait dans le genre. Avant même son apparition, ce personnage nous est vendu comme étant l'antéchrist, le pire fléau que la Terre ait jamais porté. Il est ultra surpuissant, c'est l'égal d'un dieu infernal, tout est fait pour qu'on comprenne, et que les personnages comprennent que quand il est là, la seule chose à faire, c'est de se chier dans son froc. Mais le personnage se pose tellement de questions, évolue tellement, que la première phrase qui lui vient avant son méga combat final contre Netero, c'est ça. Nous n'avons aucune envie de t'affronter. Nous avons accepté de venir ici pour une raison bien précise. Nous souhaitons échanger nos opinions avec toi en toute franchise sans retenue. D'où tu vois dans un shonen de ce genre-là que le méga méchant final, que tout le monde chie dans son froc sur lui, la première phrase qu'il te dit c'est « Viens, on s'assoit et on discute au lieu de se battre. Est-ce que ça vaut vraiment la peine toute cette violence ?» C'est génial, putain. Ce perso synthétise parfaitement les thèmes de l'arc Chimera Ant, qui parle de la nature de l'homme et de son évolution, qui commence par être impulsif, capricieux, sauvage, puis arrogant, dominateur, puis sage, apaisé, et qui finit par pardonner. Sans parler de son évolution qui se fait en parallèle avec celle de Gon dans cet arc. Ce qui arrive à l'un est presque le reflet de ce qui arrive à l'autre. Pendant que Meruem découvre la bonté, l'amour, la compassion, Gon fait l'expérience pour la première fois de sa vie de la rancœur, de la haine et du désespoir. Sa confrontation avec Neferu-Pito est absolument géniale. Gon est plein de haine, ultra déterminé à massacrer Pito, mais contre toute attente, il découvre qu'elle est en train de soigner la pote de Meruem, et qu'au lieu de chercher à affronter Gon, elle le supplie de la laisser finir de sauver une vie. Et c'est là que ça devient génial. Gon est torturé entre son désir de vengeance, son envie de sauver Kaito et le fait de pas tuer une innocente. Il est même perturbé de voir Neferu-Pito, qu'il pensait être un monstre sanguinaire, prête à tout pour sauver la vie de quelqu'un. Il est tellement en train de tourner dingue qu'il en vient même à s'embrouiller avec Killua, à tel point que Killua a flippé de perdre son seul pote. Et quand Gon comprend que Kaito est dead, il hésite plus, il plonge dans la haine la plus pure, au point d'y sacrifier sa propre vie. Quand, dans le même temps, Meruem utilise ses dernières forces pour faire preuve d'une totale compassion. C'est absolument génial. Et le plus ouf, c'est que les deux persos se sont même pas vraiment rencontrés. Waouh! Et voilà, c'est la fin du spoil. Tu peux reprendre cette vidéo de manière tout à fait normale. Ouais. Même si je sais que si t'as vu le spoil, t'es complètement impressionné. Mais je sais, je fais souvent cet effet. Ce qu'il y a de dingue avec les personnages de Togashi, qu'ils soient bons, mauvais, fous, sanguinaires, psychopathes ou monstrueux, ce sont avant tout des personnages très humains. Il y a beaucoup d'émotions dans Hunter x Hunter, ouais. Et il y a autre chose d'absolument fascinant dans Hunter x Hunter, c'est les combats. Et c'est pas facile d'expliquer les combats d'Hunter x Hunter, de les décrire. Donc on va commencer par le début, on va parler du nen. Et oui, comme tout bon shonen du genre, Togashi propose sa propre énergie ésotérique, le nen. C'est un concept assez complexe que je vais pas détailler ici, mais en gros, chaque utilisateur de nen se fabrique son propre pouvoir, et ça peut être absolument n'importe quoi. Ça va du gars qui devient simplement très fort, au gars qui se fait une arme en naine, au gars qui se téléporte, du gars au pouvoir tellement compliqué que ça prend 3 chapitres pour t'expliquer comment ça marche. Mais en gros, imagine les techniques de Dragon Ball, les capacités des fruits du démon de One Piece, les jutsu de Naruto et les stands de Jojo dans un seul et même manga. Ici, il faut pas juste taper très fort avec le pouvoir de ta détermination et de l'amitié. Faut analyser et comprendre la capacité de ton opposant, puis trouver un moyen de le niquer avec ta propre capacité. On est dans un délire très proche de Jojo Bizarre dans la mécanique des combats. Tu rajoutes juste un zeste de baston à l'ancienne en plus. Bon, Togashi le dit lui-même, il ne s'estime pas encore arrivé au level d'Araki en ce qui concerne les combats. Mais admettons que Araki y soit à 10,
Togashi, tu peux le placer à 9,9 easy quand même. Bon là, je micro-spoil un tout petit peu, je veux dire, à un moment dans le manga, il y a un combat dans une arène, hein, donc ces deux mecs sont en train de se foutre sur la gueule avec le public autour. Et qu'est-ce qu'ils utilisent pour se battre les mecs? Ils se battent en utilisant le public. C'est génial à ce point-là, je veux dire. À un moment donné, il y a même une partie de balle aux prisonniers trop méga badass, je veux dire, c'est dingue, il faut lire ça. Les combats de Togashi ont bien souvent aussi une certaine portée philosophique. Je dirais même qu'il y a un peu de poésie dans certains combats. Rien que le combat Meruem Netero, que ce soit en termes de chorégraphie, de mise en scène, de technique, de sens, c'est un monument du genre. Voilà, moi, admettons que je suis un mangaka concurrent du genre Kishimoto et je lis le combat Meruem Netero. Et puis après je regarde le combat Naruto, la déesse lapine à la con qui arrive à la fin, qui est censé avoir à peu près les mêmes thématiques, les mêmes enjeux. Et ben je dis, maître Togashi, enseignez-moi, je ne suis pas digne. Parce que ma fin est plus la merde. Oui, un petit pic gratuit sur la fin de Naruto, ça fait longtemps et ça fait jamais de mal. Voilà. Et il est temps maintenant d'aborder la partie graphique du manga qui est sans aucun doute le point le plus problématique du manga. Parce que les fans le savent, Togashi est capable du meilleur comme du pire, hein, surtout d'un point de vue graphique. Togashi, soit il est vachement épuré et brouillon, soit il est méga fin et ultra détaillé. Mais dans tous les cas, il a un trait très organique et vivant, dans le sens où on sent la chair, les muscles, les rondeurs, les volumes des personnages et des environnements. Et dans un univers où l'étrange côtoie le macabre et le gore, ça marche parfaitement bien. Son trait rend certaines scènes littéralement viscérales. Mais pour ça, faut qu'il soit disposé à se sortir les doigts du cul pour pondre des planches qui déchirent. Et certains lui reprocheront toujours les nombreux chapitres où il se laisse un peu aller niveau dessin. Parfois à tort selon moi. Je le dirai jamais assez, la bande dessinée est avant tout un art graphique, on se sert d'images pour faire transparaître des émotions et pour raconter des histoires. Et même si une technique irréprochable est un plus visuel indéniable, surtout en matière d'esthétique, ce n'est pas indispensable en termes de narration pure. Le plus important en BD, c'est que les expressions, les sentiments, les émotions que l'auteur veut faire passer au travers de ses planches passent bien, et parfois certaines émotions passent beaucoup mieux avec un dessin un peu plus abstrait. Par exemple, les scènes de désespoir horrifique dans l'attaque des titans. C'est cet aspect presque grotesque du trait qui les rend si horribles. Et je pense que la plupart du temps, pour Togashi, c'est pareil. Ces planches ne sont pas nécessairement belles, mais elles sont efficaces. J'ai bien dit la plupart du temps, parce que parfois, faut avouer que c'est un peu du foutage de gueule. Bon, là on s'attend sans doute à que j'évoque les nombreuses pauses à répétition de Togashi. Je vais être clair tout de suite, je m'en branle, je m'en bats les couilles, ce sujet m'intéresse pas vraiment. De toute façon, on sait même pas à quoi c'est dû pour de vrai, il y a tellement de rumeurs, on sait pas pourquoi il fait des pauses. Mais selon moi, il n'est pas impossible qu'il y ait peut-être, du moins en partie, une petite raison artistique à toutes ces pauses. Qui, je pense, explique aussi un autre tout petit défaut de Togashi selon moi. Les planches de Togashi sont très chargées en texte. Alors certes, ce sont de bons textes, mais quand tu passes 10 minutes par page à lire les dialogues et les pensées de 5 persos différents, ça devient un peu chaud. Surtout quand c'est servi par son trait des mauvais jours. Et là, je vais donner mon point de vue de petit auteur médiocre, voire nul à chier. Je pense que Togashi, c'est un mec qui adore raconter des histoires, mais qui n'aime pas beaucoup dessiner. Et quand je dis qu'il aime pas dessiner, je veux dire il aime pas dessiner dans les conditions d'un mangaka du Weekly Shonen Jump, qui est un mode de travail extrêmement stressant et éprouvant, surtout pour les shonen hebdomadaires. Et si de nombreuses séries arrivent à bout de souffle après 50, 60 ou 70 tomes, c'est pas seulement à cause des éditeurs qui tirent sur la corde, mais aussi parce que les artistes sont rincés. Et Togashi a l'air d'être très rapidement rincé. Alors avec ses pauses à répétition, c'est à se demander s'il a pas su imposer son rythme à lui aux éditeurs. Je me demande si finalement c'est pas un petit peu un rebelle. D'ailleurs entre chaque pause, il revenait avec des chapitres de très bonne facture la plupart du temps, hein. Mais tout ce que je te dis c'est juste une théorie purement personnelle, basée sur pas grand chose, sur l'instinct, sur comment j'envisage le personnage de Togashi. Voilà. Pourtant avec Level E, un de ses précédents mangas, il a réalisé son rêve de faire un manga tout seul sans assistant de A à Z. Mais il a dû tellement en chier sa race que ça a dû le dégoûter du boulot. Je me demande aussi si Togashi ne serait pas plus à sa place en tant que simple scénariste. Hein, il pourrait très bien trouver facilement un mangaka de talent pour reprendre le dessin de son manga. Hein. En fait, il faudrait qu'il trouve son Toyotaro à lui, je pense. En définitive, tout ce que je peux dire sur Togashi, c'est qu'il semble être un personnage au moins tout aussi étrange et fascinant que les histoires qu'il écrit. Bref, parler d'un manga aussi riche qu'Hunter x Hunter, c'est toujours un petit peu compliqué. On sait jamais si on en dit trop ou si on en dit pas assez. Et comme ces vidéos s'adressent aussi à celles et ceux qui ne connaissent pas encore Hunter x Hunter, je peux pas vraiment aller un peu plus loin et parler de trucs spécifiques sans prendre le risque de spoiler allègrement les gens. Bon, j'aurais pu m'en battre allègrement les couilles et simplement mettre un gros spoiler dans le titre, mais ça serait dommage de pas faire découvrir Hunter x Hunter au plus grand nombre, et aussi ça permet de faire un peu plus de vues aussi.
je vais pas te mentir. Hunter x Hunter est une œuvre totalement à part, c'est vraiment artistiquement passionnant. Hunter x Hunter, c'est la preuve qu'on peut prendre un genre populaire extrêmement codifié et en faire quelque chose de réellement différent, de réellement unique. Donc si tu ne connais pas encore, fonce, et si tu connais, arrête de te plaindre. Hein, faut mieux se taper un bon Hunter x Hunter tous les 3 mois que de la merde tous les jours. Ouais, la prochaine fois au menu... Ouais. Et c'est l'heure de l'instant promo, hein. Mon comics, toujours disponible, volume 1 et 2, Dirty Cosmos. Les liens sont dans la description, vous pouvez l'acheter en e-book et en version physique. Et aussi, Menu Manga, le manga de Menu Manga. Le lien est aussi dans la description. C'est un manga gratuit disponible sur Manga Draft. Le chapitre 1 et 2 sont disponibles et le 3 est en cours de réalisation. Donc allez-y, amusez-vous, c'est sympa. Maintenant je vous dis abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez cette vidéo. Parce que bon, les reviews c'est bien sympa, mais aussi à la base on parlait de manga, d'analyse, de trucs sérieux. Donc voilà, j'en ferai plus souvent si ça ferait plus de vues, hein, je vous le cache pas. Donc partagez au maximum, faites pas les cons. Allez, à plus. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.